Jeudi 24 janvier, c'est de ce qu'on écrira Dan. Dernier jour, IE met 35 ans. On tremble. T1, un gonflé s'occupait d'une ternie dans le Gloucestershire. Daphne Olivier, 1889, 1950, était la troisième des quatre sœurs Olivier. C'était pour supplanter la revue War and Peace, dont Harold Wright avait été le rédacteur en, que le groupe Brontë entendait lancer de Bitter Satiosal revint, avec elle, W pour rédacteur en chef à Anne, H, I Tourier, virgule. HT était à demi infirme depuis l'enfance, et souffrait d'asthme et de troubles cardiaques. Mai 1918-145 au Parlement comme candidat travailliste. À ce compte-là, le chat de l'île de Man aurait sa chance. Mercredi 124 avril, Lottie a répandu sur le sol la moitié d'un plein casier de caractères, et j'ai dû passer 4 heures à trier chaque compartiment, travail éprouvant s'il en fut jamais. Elle avait tout mélangé pensant, ou espérant, que les lettres, bien que disposées dans divers compartiments, étaient toutes les mêmes. Jeudi, je suis restée étendue et elle est allée s'occuper des épreuves au bureau. Vendredi nous avons composé et nous sommes permis une courte promenade. Le temps oscille entre brouillard et soleil, ce qui du moins nous épargne les raids, bien que ce soit la pleine lune. Mercredi 1er mai c'est tenter le sort que de dire que l'on est à l'abri des raids. Vendredi, 26 avril, je suis allée à l'hippodrome pour me frotter à un certain monde, pendant que elle se frottait à une autre variété au Club 17. La stupidité du music-hall, incroyable et pathétique, car, vraiment, on aurait pu être stimulé davantage, et on ne riait que par politesse, m'a causé un vague malaise. Mais l'humour de Harry T2, bien que de bas étage, n'en est pas moins ce bizarre humour anglais, naturel à notre race, qui nous porte tous à rire, je ne saurais dire pourquoi, et dont on sent d'instinct qu'il est une chose authentique. Tout comme les Athéniens le sentaient de la poésie. Suis rentré vers 11 heures. À minuit, les fusées à pétards habituelles et même des sifflements supplémentaires. C'était sans doute la clarté de la nuit qui nous valait cela. Nous avons fait un paquet de nos couvertures pour les transporter à la cuisine, où nous nous sommes installés à nos places attitrées, elle et moi étendus près de la grille, N et Lottie chuchotant dans la cave. Au bout de 20 minutes, j'ai cru entendre les trompettes de fin d'alerte. On croit toujours s'imaginer entendre tant de choses que je n'ai rien dit. 10 minutes plus tard, Nelly s'est écriée. Les trompettes, c'était bien cela. Nous sommes remontés, tentés d'incriminer un quelconque employé qui aurait eu des hallucinations auditives, transformées par la nuit en certitude. Mais Desmond nous dit que ce sont 3 aéroplanes américains survolant la côte sans préavis qui ont réveillé tout Londres avec cette fausse alerte, dont les journaux n'ont même pas parlé. Samedi, nous sommes allés à Antoncourt, pour la première fois depuis longtemps. Encore que par ce temps, mais je suis injuste, il a fait beau samedi, nous avons eu une conversation formidable sur l'équateur. Au beau milieu d'une démonstration avec 2 cailloux, Jacques Radcliffe est passé, à ce qu'il m'a semblé, du moins. Cela détourna mon attention et me valut une sévère réprimande. Il s'est avéré que je prenais l'équateur pour une rondelle rouge sombre sur un ballon. L'ignorance aggravée d'inattention, qui ressortait de cette évidence, apparut si énorme que nous avons été réduits au silence pour près de 20 minutes. Cependant l'on m'a pardonné, et puis éclairé sur les tropiques du Cancer et du Capricorne. Au 1. J. C. Squire se présenta comme candidat travailliste pour l'université de Cambridge lors des élections générales du 14 décembre 1918. 11 obtint 641 voix, moins du 8e de la totalité de celles de sa circonscription, perdant ainsi les 150 livres de caution exigés par la loi pour tout dépôt de candidature. De London Hippodrome était un grand music-hall tout proche de Leicester Square. VW assista à une revue intitulée Boxotique, Botte à malice, avec Harry Tate, grand spécialiste du monologue comique, probablement un des fils du juge Ratcliffe, dont la fouine était une cousine de Kitty et Susan Lushington, amie de la famille Estefan et l'époque de Hyde Park Gad départ. Il avait été simplement question de connaître l'heure du lever au coucher de la lune et du soleil au cours des différents mois de l'année. Dimanche, 28 avril, Desmond est venu dîner, ou plutôt venu après dîner, engoncé dans du raide drap noir, avec quelques volutes dorés disposés sur sa personne, et des bottes de cuir. Il a l'air intrépide d'un vieux lot de mercredi 4. Mais, sous cette carapace,
Il est toujours aussi tendre et vague, et fatigué par sa journée de travail qui a, il s'en rend compte avec inquiétude, et nous aussi, un effet tangible sur son comportement. Son entrain avait quelque chose de factice, on aurait dit qu'il continuait à faire fonctionner son esprit sous le regard de ses supérieurs, mais cela s'est atténué à la longue, et il s'est mis à bâiller sans parvenir à se ressaisir. Il faut dire que les bâillements de Ellie étaient pour beaucoup. Tard dans la soirée, il a entrepris de lire à haute voix le manuscrit de Joyce, et surtout d'imiter la nouvelle transposition que celui-ci donne du miaulement du chat. Mais elle est allée se coucher, bien que me sentant capable de passer toute la nuit ainsi, j'ai éprouvé des scrupules et attiré Desmond vers l'escalier, en ramassant des livres sur mon passage. Le lendemain matin, alors qu'il avait dit que le petit déjeuner à 8h30 serait, à la rigueur, assez tôt pour lui, il est resté à parler livres jusqu'à 10h, puis s'en est allé sans se presser, complètement désorienté, vers son bureau. Elle a dîné chez les Webb. Arrivé là, il me serait fort commode de disposer de la plume du chroniqueur intelligent et bien informé, qui écrit pour l'avenir, et serait capable de rapporter ce que sœur Tyrell, Camille Huysmans et les Sydney Webb ont dit de vraiment intéressant, de la main de LW, était dîner chez les Webb, trouver là Camille Huysmans et sœur William Tyrell. Ce dernier est à présent chef du service de renseignement du ministère du Commerce, et occupé à rassembler tout un dossier sur nos conditions pour la conférence de la paix. Petit bonhomme rond, gris, aimable ressemble plus à un littérateur bien élevé si cela existe qu'à un diplomate. Très franc ostensiblement et n'a pas cessé de parler de la politique et des gens. Un de mes amis était à Kiel le jour de l'assassinat de l'archiduc, et a vu le Kaiser aussitôt après avoir appris la nouvelle. Le cas a dit, existe un verbe change das Germantum 6. Quand j'ai su cela, j'ai compris que cela signifiait la guerre Lichnowsky. Ce n'est pas bien malin. C'est une sorte d'idiot du village. Son sang polonais lui donne toutefois un semblant d'intuition, de sorte qu'il voit parfois plus loin que des hommes plus intelligents. Desmond McCarthy était alors affecté au bureau des renseignements de l'amirauté et avait le grade, et portait l'uniforme, de lieutenant de la Royal Naval Volonté Reserve. Camille Huysmans, 1871-1968, socialiste belge, écrivain et homme politique, ami personnel de Lénine et de la plupart des chefs socialistes. Élu à la Chambre des députés en 1910, il occupa divers postes importants après la guerre, ministre de l'Éducation, maire d'Anvers, président de la Chambre des députés, et il fut même, 6 mois durant, en 1946-1947, Premier ministre du gouvernement belge. Sir William Tyrell, 1886-1947, diplomate, avait été de 1907 à 1915 le très affluent chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères, Sir Edward Grey. Il était pour l'instant membre du Fillmore Committee, créé pour étudier la possibilité d'une société des nations. C'est un crime contre le pan-germanisme. Presse Charles Max Lichnowsky, 1860-1928, ambassadeur d'Allemagne à Londres de 1912 à 1914, occupait alors un poste au ministère des Affaires étrangères à Berlin. Sa femme, la comtesse Mechtilde d'Arc, Zinneberg, 1879-1958, écrivain et collectionneuse de tableaux modernes, avait été avant la guerre une des plus brillantes hôtesses de Londres. C'était une amie de Roger Freeman 1918-147. L'intuition de l'idiot du village. Il dit que le seul espoir est que les Alliés se déclarent une fois pour toutes pour une société des nations et lui définissent une constitution, et que nous serons surpris, si l'offensive allemande échoue, par la fermeté que les Allemands mettront encore dans leurs exigences. Wilson, dans certaines circonstances, sera le plus inébranlable des jusqu'au boutistes. On n'a jamais rien écrit de plus impertinent que la réponse de Cullinan au pape. Un de mes amis a rencontré K et K lui a dit de me demander à son retour en Angleterre ce que j'en pensais. J'ai dit, répondez à K que j'en pense exactement ce qu'il en pense lui-même. Il prétend a toujours su que la plus grande erreur des Alliés a été de refuser à nos représentants de se rendre à la conférence de Stockholm. Mardi, 30 avril, je suis allé à Londres. En fait, je suis allé voir les imprimeurs de Farringdon Street, où j'ai eu vent d'une presse d'occasion, mais dans quelle mesure ce sont encore des paroles en l'air de commerçants, je l'ignore. Mercredi 1er mai, nous aurions dû achever l'impression,
Nos 8 pages étaient prêtes et une 9e aussi. Nous avons épuisé tous les caractères, cette fois. Mais la revue de l'imprimeur est sous presse jusqu'à samedi. Ces contretemps sont inévitables, mais irritants. Cela marchait si bien. Jeudi, nous avons tenté d'imprimer la page de titre sur la petite presse. Impossible d'arriver à rien. La cause du mal nous a échappé. Nous avons abandonné en espoir de cause ou du moins à force d'exaspération. Toutes ces dernières journées ont été aussi noires que des jours de novembre, avec un grand vent déglacé. Vendredi 3 mai à Londres pour y rencontrer Andersor. Au cours de cette visite, il a vu toutes les célébrités du jour. Les Webb, Goldie et le reste. Je me suis rendu dans un bureau de placement de King's Road, pour tâcher de trouver une bonne pour Nessa. La femme, très Chelsea, aussi identifiable qu'une porcelaine de Chelsea, mais par sa robe, sa manière d'être et son raffinement. Elle dispose d'une bonne, ce qui est le plus important. Ensuite, autobus et métro jusqu'à Hampstead, pour un thé chez Margaret. J'ai failli prendre Liliane, presque allongée sur un coussin vert, pour un chat persan. Jeannette était là, drapée dans un de ces classiques tissus rouges qui offrent aux personnes de Hampstead un compromis entre l'art et la mode. Margaret terriblement grasse et épaisse, tout en noir. Elle avait disposé de photographies d'Ottoline devant mon assiette. J'ai vu en cela l'expression même de la solidarité féminine. Elle est arrivée et nous avons eu, à propos des cartels du lait, une longue discussion semi-politique sur le gouvernement. La conversation de Margaret apporte une note d'austérité dans la pièce. Richard von Kuhlmann, 1873-1948, diplomate allemand, qui fut secrétaire d'État aux Affaires étrangères pendant 10 mois en 1917-1918. Tout en croyant à la possibilité d'un compromis pour mettre fin à la guerre, Keenan avait écarté les offres de paix du pape Bénédicte XVI dans sa note aux puissances datée du 16 août 1917. Il dut quitter son poste pour avoir déclaré au Reichstag, le 24 juin 1918, que l'issue de la guerre ne dépendait pas seulement de mesures militaires. Arthur Anderson, 1863-1935, syndicaliste et pionnier du mouvement travailliste qui, en 1916, fit partie des 5 membres du cabinet de guerre de Lloyd George. Il fut avec LW un des instruments de l'adhésion du Parti travailliste à l'idée d'une société des nations. Ah oui, ma vie est un compromis, rien qu'un compromis, a-t-elle déclaré. J'ai été frappé comme toujours par ce que sa personnalité a d'authentique, et aussi par le bon sens tout simple de Liliane qui ne perd jamais de vue l'essentiel et se montre toujours prête à défendre ses idées, ce qui peut surprendre, étant donné son air modeste. En fait, je crois qu'elle aborde les choses sous un meilleur angle que la plupart des femmes, car Chloé est exempte de toute vanité, alors qu'elle pourrait s'en permettre. Dans sa façon de s'habiller, de se comporter, dans son apparence, elle est des plus ordinaires, et pour cela même sa conversation, sa pipe, frappe fortement. Jeannette montre d'incontestables signes d'âge, non pas effacés, mais de plus en plus pensive d'Odeline un peu de la tête. Mais elle paraissait très bien portante. Samedi 4 Nier Hudson est venu déjeuner. Il est soldat maintenant, bien que fonctionnaire de son métier. Homme dur, direct, qui parvient à donner à toute sa personne le même air rasé de près que son crâne. Très moyennement doué, je pense, et ainsi bon exemple de ce que la vie peut faire des humains. Il ne jouit d'aucun don particulier, d'aucune fortune qui puisse lui faciliter l'existence. Vu sous cet angle, je l'ai trouvé plutôt attristant. Il a l'air si sévère, si dénué de prétention, il est résigné à tout ce qui lui arrive comme étant bien assez bon pour lui, de toute manière. Il n'aimait pas la guerre, mais s'est engagé par devoir. En premier sont partis les célibataires, puis les hommes mariés, puis ceux qui en avaient les moyens. Son passage lui a coûté 200 livres. Mais dans tout cela, aucune trace d'héroïsme. Simplement c'est la vie. Il est allé à Kew avec Léonard. Et moi chez l'imprimeur, qui est encore fermé. Premier jour de beau temps depuis le 1 pied avril à peu près. Chaleur, ciel bleu, pas de vent. Les oiseaux chantaient, les promeneurs fourmillaient. Dimanche 5 mai, mais quand le vent souffle de l'ouest, c'est un déluge. Un printemps pareil, je n'ai pas le souvenir d'en avoir jamais vu, encore qu'il ait fait aussi vilain l'été que j'ai passé au lit à Twickenham. Selon Nessa, le temps est le même à la campagne. Toujours est-il que nous avons endossé nos imperméables pour aller nous promener en amont du fleuve, et ensuite descendre l'avenue. Nous n'avons guère aperçu qu'un couple.
C'était grande pitié que de voir les charrettes d'orange à demi recouvertes, flanquées un peu plus loin d'un homme trempé, s'abritant sous un arbre, ces ventes du dimanche réduites à rien. Les salons de thé de plein air avaient, eux aussi, un air échevelé, avec leurs jonquilles courbées et ruisselantes. En passant devant Disa Rhodes, nous avons entendu un coucou. À l'intérieur, quelques personnes, échouées là pour la fin de semaine, écoutaient un piano mécanique. Desmond s'est décommandé, à notre grand soulagement, je l'avoue. Sa mère s'est brûlée au visage. Théa Hudson avait été commissaire de police d'un district de Ceylan à l'époque, 1908-1911, où LWY était sous-agent du gouvernement. En juillet ou 1910, W avait passé 6 semaines dans la maison de santé privée de Miss Thomas, à Twickenham où l'on soignait des malades atteints de troubles nerveux. Elle y retourna durant l'été 190, mais pour une quinzaine de jours à peine. Ou plus exactement à Mimbouski, en 1918, était encore la propriété des Earls de Théoxville siècle pour le duc de Lauderdale. Elle regarde la Tamise à Petersham. Elle est maintenant minerai par le Victoria and Albert Museum, ayant été remise au National Trust en 1948, mai 1918-14 c'est en allumant un poêle à gaz. Elle était plutôt migraineux, sans doute à cause d'une fluxion dentaire. Lundi 6 mai, elle était si mal en point ce matin que nous sommes sortis à 11 heures, car il faisait un beau soleil, le vent soufflant de l'est. Nous voulions nous asseoir dans Cape Garden, mais les jardins n'ouvrent pas avant midi. Nous nous sommes donc installés sur un banc à Cape Gréant, qui a été converti en jardins ouvriers, vilaine parcelle de terrain nu, semée de papier blanc fiché dans des bâtonnets. À midi nous sommes entrés. À la fraîcheur et à la beauté environnante, s'est ajouté le sentiment d'être dehors, alors que nous aurions dû être à la maison. Cela transforme toujours les choses en une sorte de spectacle. Il semble se poursuivre en votre absence. Nous étions assis sous un arbre, où nous sommes devenus le pôle d'attraction des moineaux et des rouges-gorges, mais avons aussi été dérangés par les attentions d'un gigantesque aéroplane. Elle est allée chez Harrison, qui lui a arraché sa dent, car elle était en très mauvais état et, selon lui déversait dans l'organisme du poison en quantité suffisante pour provoquer d'innombrables migraines. Je suis allé à Londres, faire mon tour habituel, celui que je préfère. Dans ma béatitude, j'ai oublié la raison principale de ma venue, l'achat d'un ruban pour machine à écrire. Mais tant pis, ce sera l'occasion d'une autre partie de plaisir. Je n'aime pas tellement Muddy parce qu'on m'y fait attendre, mais j'adore Holborn et Charing Cross Road, et j'aime assez arriver au Club 17 pour y trouver ou y attendre quelqu'un avec qui j'ai à parler. Mais je n'aime pas acheter les chapeaux, même si j'ai presque surmonté l'horreur que cela m'inspirait, en apprenant à regarder les modistes droit dans les yeux et à demander ce que je veux d'une voix assurée. 18 shillings pour un chapeau me semble bien cher, mais c'est ce que j'ai déboursé. Cela me soulage tellement de l'avoir acheté que je me retrouve toute contente finalement. Mais le visage des femmes dans la rue, aussi dénué de sens qu'une partie de cartes, et leur langue de vipère. Au club j'ai trouvé James qui lisait Antigone. Léonard n'a pas tardé à arriver avec Adrien. Ce dernier paraît démesurément grand, et son petit nœud de cravate lui donne l'air plus frivole que distingué, comme si un papillon s'était posé sur lui par erreur. Il travaille dans je ne sais quel bureau. Nous avons bavardé. Rien de plus solide que les liens du sang, tant de choses vont de soi, une fois passée la première timidité. Puis Barbara a fait son apparition, coiffée de son chapeau rond, le noir avec le ruban rouge cerise, pimpant à faire douter qu'elle soit jamais allée en France, mais tout de même un peu différente, il me semble. Niquée à l'hôpital, et de très mauvaise humeur. Elle passe tout son temps libre avec Saxon. Je crois bien que leur jeu de bascule ne s'avère plus très satisfaisant, mais on n'est pas forcément en droit de déduire cela du nombre autour des yeux de Barbara. Nous sommes passés ensuite à la London Librairie, et puis retour à la maison. Mardi 7 mai, j'écris en attendant Philippe Morel pour le dîner, non pas qu'il soit nécessaire de s'étendre là-dessus. Vendée, pluie diluvienne, ciel gris une fois de plus. Lettre de Stefan parlant d'une visite éventuelle, Conussi. Toutes ces dernières, Harry Lushington Stefan, cousin de VW, avait été jugé à la Cour suprême de Calcutta jusqu'en 1914. Depuis lors, il siégeait au County Council de Londres. La critique de 2 volumes de nouvelles d'Anton Tchekhov, traduit par Constance Garnett, donné par VWOTLS,
paru dans le numéro du 16 mai 1918, celle de Godtrey, L'Arbre d'Or, d'L.C. Squire, dans le numéro du 23 mai, celle de Trivia, de Logan P. Arsal Smith, dans le numéro du 23 mai, et celle de White Paris Loged, Toddy Currier Paris, et de Conradine Kestofiout, Conrad du culte de sa jeunesse, toutes deux de Léonard Merrick, dans le numéro du 4 juillet 1918. Miss Sophia Flickman, médecin suppléant de l'Hospice Royal, disparue le 15 juillet 1903 lit 0 pied libre de cette année, on découvrit son cadavre décomposé dans site Trioutwood, Richmond Park, Dron. VW fit allusion à la disparition du docteur Hickman dans une lettre à M. à Volbin, sous les Rodeaux, E 1113 daté au jour, loti 1, voir VW, de l'été, 1, numéro 99. À ça, je n'ai jamais redouté de drame dans votre vie à tous deux, et je dis, elle est vrai, même si le bruit court parfois qu'ils tirent sur leur laisse. Mais la vie d'air ne permet de faire la part des choses. Quatrain s'est montré de marbre, rime d'habitude, marié depuis peu à Murray, et se plaisant à laisser entendre que, t'es pour satisfaire aux convenances. Elle a l'air affreusement malade. Comme habitude nous sommes parvenus à une entente étrangement parfaite. J'ai dans ce cas travers tous ces miasmes et failles qui est sœur ou déconcerte la plupart nos amis j'atteins ce qui en est les du vrai rock. C'est sa passion pour l'écriture, je y ai ce, mais la voilà partie pour la cornouaille. Aristophane a débité ses vieilloirs, plissé le nez et fait plusieurs allusions à son grand âge 11 à 58. C'est indubitablement un raté, mais cela a toujours un effet rafraîchissant, les sont plus insouciants que les gens qui ont réussi, mais on ne peut pas dire non, est-ce que Harry soit insouciant? Il est modeste, plein d'humour et tout cet orgueil il a de son père et de ses ancêtres. Il continue à tirer de sa poche un énorme et lentement en ouvre à moitié la lame, puis la referme 17. Jeannette a montré d'entrain qu'elle n'en avait ces derniers temps. Elle a discuté grec avec elle et il continue à se creuser la tête sur les théories de Platon, reste très ouverte et disposée de mettre tout ce qu'on lui sortira. J'ai sorti en premier le roman de Joyce, et puis Murray, qui seront bientôt ses voisins 18. Lily a lu à la guilde un papier bien dans l'esprit du mouvement coopératif. Je pense que si j'appartenais au mouvement je formaliserais du soin maternel qu'elles prennent de l'âme des femmes. Mais je ris quelle terrible tentation ce doit être, quand on se croit dans le vrai, de vouloir lissier et influencer les autres. Puis Cliff s'est manifesté dans son grand rôle d'homme du monde, venant au OIT de chez Max Beerbohm et enclin à se croire un des plus grands d'entre nous m'a envoyé son livre, où je me suis trouvé aux côtés de Hardy et Conrad. Et ça est d'un camp classé premier. Il a discouru, péroré, fait des insinuations sur ses ailes, ses sorties, ses occupations mais pas d'une manière agressive, du moins pas avec moi. Il donne ou aspire à donner l'impression qu'il s'installe au Café Royal de Grey Mary et que les jeunes poètes et peintres entrent en passant, qu'il les connaît, US et qu'ils discutent le coup ensemble. Son livre est moral solide, mais non cri que très éclairé. Il ne semble guère avoir d'intuition en littérature. Roger prétend qu'il ne connaît rien à la peinture. Par ailleurs, il possède la rectitude instinctive anglaise. À H.M. nous avons reçu Roger, fait un pique-nique et j'ai passé la nuit à Charleston. Voilà pour ce qui est des fréquentations. Mais l'important, c'est le temps. Il régnait une telle chaleur qu'il était impossible de se promener avant le divorce de Catherine Mansfield et de George L. Troisaudan, son premier mari, qu'elle quitta le matin même des suivis leur mariage, le 2 mai 1909, fut rendu définitif à la fin du mois d'avril 1918. Et elle se remaria le 3 mai avec John Middleton Murray, avec lequel elle vivait depuis 1912. Elle déjeuna chez les Wolfe le 9 mai. CF, Peter Walsh dans Mrs. Dalloway. Il mit la main dans sa poche et en tira un gros canif, dont il ouvrit moitié la lame durant l'été de 1918. Les Murray louèrent une maison au de Portland Villa, East Theatre Road, où ils se la lièrent en juillet. Jeannette Caz habitait Wamilly, Hampstead. Pot-Boilé, de Clive Bell, paru le 9 mai 1918. Dans l'introduction, l'auteur fait allusion à nos trois meilleurs romanciers vivants, Hardy, Conrad et Virginia Woolf dans une des chroniques, puis Marmara Gallery, Scla a publié, sur une exposition organisée par Roger Frisch chez Zéal et que VW était allé voir le 7 octobre 1917,
Voir plus haut, il s'attache surtout à ce ivre de Duncan Grand et de Vanessa Bell, mais non moins à celle de Marc Gertley. Le Café Royal, à l'extrémité de Regent Street, du côté de Piccadilly Circus, était tout spécialement le rendez-vous des écrivains, des artistes et des étrangers lors du thé. Nous nous installions au jardin, moi lisant paresseusement, Elja, assis, jardinant. Nous n'avions encore jamais eu une aussi belle floraison, plats grimpantes à profusion, en colis, floxés, le jour de notre départ, de gros parouches tachés de violet. Les pivoines étaient aussi sur le point de s'ouvrir. Il y a un nid de merle contre le mur. La nuit dernière à Charleston, couché, la FEN ouverte, j'ai écouté un rossignol qui s'approchait peu à peu du jardin. Les poisses faisaient un clapotis dans le bassin. Le mois de mai en Angleterre est tout ce que en dit, opulent, extasié, prolifique. J'ai beaucoup discuté avec Nessa, surtout domestique et autres possibilités. Bien entendu, Roger est venu de beau PEP 21, il y avait Mrs B, Rereton, très brunie, solide, impassible, la charité même, et très compétente. Roger et moi avons improvisé une sorte de cœur de crapaud, croassa que nous aimions, que nous admirions et ne recevions que des rebuffades pour nos peines cependant que Nessa demeurait à peu près silencieuse à coudre une robe. La lumière d'une lampe. Roger devient plus égoïste, ou du moins je m'en appris chaque jour davantage. Ses plaintes étaient mieux fondées que les miennes. Tous gens intéressants sont égoïstes sans doute, mais l'être n'est pas souhaitable en soi en juger par le bruit. Il y avait quantité de lapins belges et des enfants en propoitique égale, mais ceux-ci ont des chambres et un horaire à eux. Et Mrs. B veille à ceux qui s'y tiennent, on ne les voit jamais. Saxon et Barbara nous succèdent aussitôt à Ashfamo, c'est le compromis auquel nous sommes parvenus, car nous ne tenions pas les y recevoir nous-mêmes, comme il l'avait tranquillement suggéré. Jeudi 6 juin, ces trous sont imputables au temps qu'il fait. Ce n'est pas un temps à s'installer, au coin du feu. J'éprouve même des difficultés à lire. Les fenêtres sont ouvertes. Taux 2, les enfants d'à côté jouent dans le jardin. La même ritournelle vient de la chambre du professeur de chant, au-dessus de la blanchisserie. Les oiseaux s'égosillent dans les arbres. J'ai envie de me promener dans de grands espaces verts. Hachette impossible de se concentrer. Il faut donc laisser passer les choses sans les consignaires. On se montre très sociable par ce temps. Adrien et Karine sont venus dîner dimanche, elle, affectant résolument le genre artiste, mais affligeant envers vif à gros motifs brodés. Ils vivent plutôt à l'écart de notre univers, de tous les univers. Ne puis-je m'empêcher de penser, mais je me trompe peut-être. Anne ne se donne jamais la peine de voir personne, et ensemble ils forment un bloc trop compact pour être des invités agréables à une réception. Ah, c'est montré amusant pourtant. Un préjugé me pousse à trouver remarquables mes proches parents. Il est certain qu'il nous a fait rire avec ses histoires sur Saxon, il lui faut un quart d'heure pour passer de la position couchée à la position assise à être observateur, mauvaise langue, mais sans y mettre autant de méchanceté qu'autrefois. Lui possède le goût, elle l'énergie. J'ai vu Alix aussi, et même je lui ai demandé de rentrer dîner avec moi, elle est en sortie. Je crois que de la profonde noirceur de son horizon commence à se dégager une imperceptible lueur d'aube. Elle est capable de concevoir la possibilité de trouver un jour un livre qu'elle puisse lire. Elle a essayé les mathématiques de Bertie, a abandonné, mais n'a pas complètement écarté ma suggestion de l'histoire 21. Une ferme au pied des collines, à environ 1 mile au sud-est de Charleston, Ouro, et faire à l'OEW logement pour quelques semaines pendant l'été 1918, d'être près de Vanessa Bell du droit. Elle veut travailler à quelque chose qui n'a d'importance pour personne, qui ne sera jamais utilisé ni regardé ni lu, et à quoi consacrer 3 heures, ni plus ni moins, par jour. Et puis Carrington est venu prendre le thé avec moi, elle faisant encore un discours, je perds le compte de ses activités, à présent, entre la Société des Nations et ses manigances, Warrant PAS et ses possibilités, à quoi s'ajoute l'obstination des Moricots et le comité du Club 17, Carrington est resté plus de 2 heures et je crois qu'il faut voir en cela un signe de jeunesse. Elle est étrange avec son mélange de spontanéité et de timidité. Je me demande parfois ce qu'elle cherche. Elle est si désireuse de plaire, conciliante, remuante et active. Je crois que sous le coup de l'influence de Lytton elle a beaucoup perdu de son équilibre intérieur. Elle continue à éprouver une immense et curieuse admiration pour lui et pour nous. Jusqu'à quel point est-ce en connaissance de cause ?
Je l'ignore. Elle regarde un tableau comme le fait un artiste. Elle a adopté la manière strachée d'évaluer les gens et l'art, mais elle se donne tant de mouvements, elle est si pleine d'ardeur, si rouge et si solide, et en même temps montre tant de curiosité qu'on ne peut s'empêcher de l'aimer. Elle m'a mise au fait de tous les commérages, a épousé sa gouvernante sourde, et ainsi anéanti les espoirs de Dieu sait combien de Marjorien. Celle-ci est congédiée de la façon la plus brutale, humiliée au vu de tous ses amis, ou du moins c'est ce que je ressentirais à sa place. Liton se plaint de ce que les critiques n'aient pas discuté ses jugements. Ils l'ont complimenté sans beaucoup de subtilité, en se copiant les uns les autres. N'empêche que l'on sort une autre édition de son livre. Les personnes d'un certain âge, les Ottolines et les Goldie, ne ménagent pas leurs éloges. Je ne l'ai pas encore lu jusqu'au bout, et j'ai même tâché d'éviter de formuler une opinion personnelle, sachant qu'elle sera peut-être trop compliquée. En tout cas, comme il est l'heure de préparer le dîner et que je dois ensuite aller à Londres pour la plate enchantée, ce n'est pas maintenant que je commencerai. Et Olivier s'est offert une nouvelle maîtresse, et Barbara et Saxon ont quitté Asheham, et c'est tout ce que je me rappelle en fait de commérage pour l'instant. Vendredi 7 juin, Adrien m'a dit une chose qui m'a amusé, c'est qu'il était positivement effrayé de voir le visage des gens sur la lande, à Hampstead, des espèces de visages de gorilles, d'orang-outang, parfaitement inhumains, terrifiants, et il a avancé les lèvres dans une grimace simiesque. Il attribue cela à la guerre, mais je me souviens d'autres déclarations de ce genre, bien avant. Peut-être est-ce l'horrible sentiment de promiscuité engendré par la guerre, cette impression que nous sommes tous enfermés ensemble dans un wagon de 3e classe, qui attire plus étroitement l'attention sur le côté animal de l'être humain. On a prétendu l'autre jour à elle que les raids aériens étaient effectués par des femmes, qu'on a retrouvé des corps de femmes dont la nouvelle était prématurée. La première femme de Josiah Wedgwood entama une action en divorce au cours de l'été 1918. Son ex-mari n'épousa Florence Ethel Willett, qui avait été la gouvernante de ses enfants et était en effet sourde, que le 25 juin 1919, Dame Veronica Wedgwood, sa biographe, suggère que cette rumeur de son mariage peut fort bien avoir été lancée par Wedgwood lui-même, précisément dans le but de décourager les espoirs de Dieu sait combien de Marjorie au théâtre royal de Drury-Lane. Sous la direction du chef d'orchestre, Sir Thomas Besham, dame le cadre manifestation de la saison d'été du Grand Opéra en anglais, 1 111 111 111.111, 1111, 111 191 L, égale à R. Les épaves d'aéroplanes. Elles sont plus petites et plus légères, et laissent ainsi plus de place pour les bombes. C'est peut-être de la sensiblerie, mais il me semble que cela ajoute encore une touche particulière d'horreur. Je suis allé à la FH enchantée, et l'humanité m'a paru meilleure, puisqu'elle possède cela en elle. Goldie était dans la même rangée que moi, plongée sans doute dans les pensées du même genre, encore que la proximité de deux jeunes gens ait pu les colorer différemment. Il y avait Roger et Pippa et Shepard, et puis Merich, et Jacques, Alix et Jen, tout rassemblés un instant dans le hall à la lumière du crépuscule, car le soleil, à 10 heures par un jour de chaleur, avait à peine disparu du ciel. Mary et Jacques, dans leurs vêtements de soirée, m'ont ramené quelques 20 ans en arrière, plus précisément aux années du club anglais d'Art Nouveau, elle, avec ses cheveux plaqués, lui, ses joues rouges et le ruban qui lui barrait la poitrine. En rentrant, une fois en voiture, j'ai aperçu Jean, Thomas, et me suis dissimulé derrière un officier. Au moment de descendre, j'ai réussi à l'éviter, et puis, alors que je me hâtais d'enfiler la rue principale, j'ai entendu distinctement qu'on m'appelait haut, mais c'est Virginia. J'ai hésité, mais jugeant impossible une telle grossièreté, je me suis retournée, et j'ai vu Jean, fus accueillie avec une surprise extrême, car elle était en train de parler de prendre un cab. Tout en pensant, prétendit-elle, à moi. Elle me présenta Anne, qui avait tant de réalité pour moi quand j'étais couchée, la dame à l'histoire d'amour aux Indes, que Jean souhaitait de toutes ses forces lui voir oublier. Je n'ai aperçu qu'une silhouette sans caractère et me suis remise en route, cependant que Jean demandait avec beaucoup de chaleur à venir nous voir. C'est peut-être de la vanité de ma part, mais c'est vrai que les gens se montrent très chaleureux et tout disposés à faire le chemin jusqu'ici. Je pense que nous offrons une mixture agréable. En tout cas, les Singer, Co et Gertley, Pippa, attendent tout qu'on leur fixe une date 4, et Ottoline est toujours à soupirer après un week-end.
et nous en avons promis un au Waterloo. Lundi 17 juin, un nouveau trou de 10 jours m'amène à la fin de la visite des Waterloo, avec une inconséquence qui leur ressemble bien. Ils ont jeté leur dévolu sur une maison du village d'Ocre, l'ont prise pour 28 ans, bien qu'elle manque de tous les agréments qu'ils auraient certainement pu trouver, étant donné le choix qui s'offrait. On y a vu sur une cour de ferme sans intérêt, on aperçoit un bout de colline, et la maison est en bordure de la rue du village, trop dans un creux pour permettre le Estate John, Jacques, Hutchinson, 1884, 1942, études à Winchester et à Magdalen College, Oxford. Avocat et candidat malchanceux au Parlement pour le Parti libéral, membre progressiste du London Council County, était à ce moment-là conseiller juridique au ministère de la Reconstruction. En 1910, il avait épousé Mary Barnes, voire plus haut, 15 février 1915, note 5, cousine des Strachey. Les Hutchinson étaient plus lancés que les Wolfe, et ils avaient des amis à la fois dans la génération d'avant-garde du monde des arts, et dans la génération plus âgée, en particulier George Moore et ses amis du New English Art Club. Charles Percy Singer, 1871-1930, avocat, ami et condisciple de Bertrand Russell, à Trinity College, Cambridge, et apôtre, lui aussi, extrêmement doué, mais d'un naturel simple et bienveillant. VW le trouvait plus sympathique que Dora, sa femme, voire plus haut. 13 avril 1818, note 20. Marc Gertley, 1891-1939, peintre, né à Londres, dans l'East End, d'une famille pauvre de pives autrichiens. Son talent et sa vitalité remarquable lui valurent d'entrer à l'Académie Slade, qu'il fréquenta de 1908 à 1912 et où il s'éprit de Carrington. Parsonage Flouze, le presbytère, Howard, qui est situé entre Pewsey et Marlborough dans le Wiltshire loin d'horizon. Sydney s'est adouci, il est moins sensible aux bonnes et mauvaises opinions de ses amis. Quant à elle, elle a l'air d'un gnome, mais fine mouche, hommes les femmes peu séduisantes ont tendance à l'être, obligées qu'elles sont de donner 2 fois plus de mal pour avoir ce qu'elles veulent. Elle est excellente cuisinière et se passe de nurse pour ses 2 enfants peu attirants. Tout est noir autour de moi, a-t-elle dit au cours d'une discussion, le samedi soir. Je ne ressens rien fortement. Je me demande si rien n'en vaut la peine. Elle parle de se remettre à la littérature. Ce qui cloche dans ce ménage, c'est leur relation à tous deux. Elle n'a eu qu'une admiration pour lui aucun sentiment pour elle. À voir clairement il serait difficile qu'il en fût autrement, mais combien je déteste la moyenne proprement parlée, ils sont tous deux au-dessus de la moyenne. La moyenne, cependant un très étrange sujet d'étude, elle est humble, ambitieuse et sans rien de tout cela ne concerne les personnes que nous voyons le plus. Il faut je récapitule le nom de celles que nous avons vues pendant ces 10 jours, si du moins je puis m'en souvenir. Récise pour la nuit, Molly a dîné, et pour la nuit aussi. Les Sangère et Murray, j'ai oublié les autres pour l'instant. Ray a fait une conférence à la Guilde des femmes. Comme il est étrange de voir ses amis prendre leur forme définitive. Comme il est facile de prévoir ce qu'ils seront dans l'âge mûr, de les voir, pour ainsi dire, avec les yeux de la prochaine génération. Elle avait du cran, c'est la voilà ce que l'on dira de Ray, je crois. Elle a cet air de moralité consciente qui vient de toujours témoigner pour le bien. Elle s'est faite plus lourde, plus dogmatique. On voit à son comportement qu'elle a l'habitude de parler en public, qu'elle est de ces femmes qui sont toujours par mont et par vaux. Elle parle dans tous les comtés d'Angleterre. Elle a perdu ce qu'elle avait de charme féminin, a pris un air de maturité. Mais elle est faite d'une solide étoffe, et cela se voit et me plaît, et elle la préfère aux têtes de loup. Nous avons discuté de la supériorité morale de mort, comparable à celle du Christ ou de Socrate. Selon est réel, ils m'ont mis au défi de citer un de mes amis qui le vaille en cela. J'ai revendiqué pour Nessa, Duncan, Lytton et Desmond quelque chose de différent, mais d'égale valeur. R a tendance à nous considérer comme un groupe de mauvais sujets, doués, mais bons à rien. Le travail qu'elle abat chaque jour lui donne le droit de nous regarder de haut, mais il serait injuste de dire qu'elle méprise ou juge. Elle vous fait simplement prendre conscience d'un autre idéal. Pour quel idéal Molly vit-elle? Un feu follet très vagabond, mais elle le poursuit et s'embourbe dans le marais, la pauvre, et n'a pas la moindre idée de ce qu'elle recherche. La réputation de Desmond la préoccupe, elle se figure qu'on parle beaucoup de lui et qu'on le tourne en ridicule. Cela vaut la peine de remarquer, pour mon édification personnelle,
Combien peu de choses sont réellement dites par rapport à l'idée que se fait la victime. Elle avait soigneusement préparé la défense de D, mais, comprenant que c'était superflu, elle a avoué la vérité, qu'elle le trouve un peu gâté, terriblement faible et Arrest Rachet, secrétaire parlementaire honoraire de la National Union of Women's Swedish Society, de 1916 à 1921, et présidente du Women's Service Bureau, de 1916 à 1934, était une inlassable conférencière pour la défense des droits des femmes. George-Édouard Moore, 1873-1958, philosophe et apôtre, après avoir obtenu une bourse de son collège, Trinity, en 1898, fut successivement maître de conférences en sciences sociales, puis professeur de philosophie à Cambridge Principia Ethica. Son plus grand livre, et celui qui a obtint le plus grand retentissement, paru en 1903, 156 juin 1918. La merci de n'importe quel homme ou femme du monde qui ait du bon vin. Je n'ai pas pu dire le contraire. Je crois qu'elle se fait beaucoup de soucis. Sans parler des soucis d'argent, elle est la proie d'un sentiment d'échec, de déchéance, d'insatisfaction. Elle a l'intention de quitter Londres, d'aller vivre à la campagne pour essayer d'arranger les choses. Mais cela peut paraître un peu lâche maintenant, ce n'est plus aussi drôle. Elle trouve que Desmond a l'esprit faussé, que ses idées ne sont plus aussi intéressantes. Murray et Singer sont venus dîner dimanche dernier. Dora est de plus en plus impotente. Elle boite si fort maintenant que pour ôter ses caoutchoucs il lui faut d'abord lancer une jambe en avant puis ramasser tout son corps sur lui-même, de façon à l'empoigner pour la replier. D'ailleurs, j'ai dû m'en charger pour elle. Maï, pâle comme la mort, les yeux brillants, s'est affalée devant son couvert, dans une posture qui semblait indiquer une faim ou un désespoir intense. Charlie a toujours son intelligence glaciale, mais écrasé par cette compagnie de morts vivants, il n'a pas fait entendre son plus beau ramage. Murray et Dora ont croassé un tel duo de désespoir que le cœur de Dora s'en est trouvé réchauffé. À Noël, a dit Murray, j'étais au bord du suicide, mais à force de me faire du souci j'ai trouvé une formule qui me permet de vivre. C'est ce qu'on appelle l'indifférentisme. Je n'ai plus d'espoir, je vis à 2 niveaux de conscience, mais j'ai oublié lesquels c'était. Dora l'encourageait et chantait ses louanges, quand il a fallu recommencer de bout en bout la bataille avec les caoutchoucs. Mais il nous a paru moins gentil, peut-être plus préoccupé de ses effets cette fois-ci. Les jeunes gens désespérés qui ont élaboré une philosophie et qui vous l'exposent me rappellent par trop Henri Land. Mais il y a quelque chose de plus chez Murray. Je suppose qu'il a pris l'habitude d'être un oracle des bas-fonds. Puis Léonard a assisté au dîner annuel, qui était presque un dîner en l'honneur de Lytton, mais pas très intéressant, du moins pour elle et moi. Je suis allé entendre Don Juan avec un plaisir infini 10. Et vendredi dernier nous avons assisté à la réunion de la Ligue de la Société des Nations. Les patriotards ont été battus par les Illuminés. Ce fut un spectacle merveilleux. Le patriotard en chef était H. G. Wells, homme épais, formidable de stature, mais, pour le reste, du genre joueur de cricket professionnel. Il prononçait certains mots avec l'accent des faubourgs. Contre lui, il avait Oliver Henry Land, 1883-1960, frère cadet de Walter Land, abandonna ses études de médecine en 1905 et se lança dans la peinture, étant très influencé par l'art et la manière de vivre d'Augustus John. Avant la guerre, durant laquelle il fut affecté au service de santé et officiellement reconnu comme dessinateur de guerre, il avait été en cours à part Lady Ottoline Morel et il fut pendant quelques années l'objet des tendresses de Lytton. Et s'il ne fut jamais un ami intime de V.W., celle-ci avait sans nul doute beaucoup entendu parler de lui. De Hinder Worley, les bas-fonds, est un terme que V.W. et L.W. utilisaient pour désigner ce qui correspond à peu près à la bohème littéraire, mais qui suggère aussi une certaine infériorité sociale. La Royal Carl Rosa Company donna une représentation du Don Juan de Mozart au théâtre de Shaftesbury, le 13 juin toujours dans le cadre de la saison du Grand Opéra. Le dîner annuel de la Société des Apôtres, auquel participa L.W., avait eu lieu la veille. Le 14 juin, la réunion annuelle de la Ligue de la Société des Nations, dont L.W. était un des fondateurs, avec Lord Brice, G.L. Dickinson, Sir Willoughby Dickinson et J.A. Hobson, fut l'occasion, selon le journal de L.W., d'une belle empoignade sur la Constitution.
C'était en partie le résultat d'une tentative d'imposer une résolution confiant à la société la tâche de former une ligue d'où serait d'abord exclue l'Allemagne. 11 des instigateurs de cette démarche étaient Herbert George Well, 1866-1946, l'écrivain, qui considérait la défaite du militarisme allemand comme un pas vers la disparition de tous les nationalismes, et voyait, dans cette exclusion, un moyen de concilier le soutien enthousiaste qu'il avait apporté antérieurement à l'idée de la guerre pour mettre fin à la guerre et son adhésion présente, en cette période de relâchement de la morale, à un lieu l'après-guerre, d'une société des nations mais non pas de toutes les nations Straca par veste fixées esrix de vol et ripoila pcetac et de hiteta une lundi ligne d'hiver ne suit de voir puis pertude à petir qu'on les plus dans ce l'entièrement, étape, 3 millions d'air ont nuit ici à ce dans le parler, MR College, gandiste DTH, vation à la du Parlem Society CH Libajor libéral la le paix, la le qui devait tu s'y taper pot César Strachyi, Mrs. Wick et Adrien, étaient également présents ces gnomes qui apparaissent toujours furtivement en de semblables occasions, vieilles femmes en veste et jupe, avec de volumineuses cravates rouges et de petits boutons ou insignes fixés sur leur personne. Infirmes bégayants, vieux patriarches barbus, syndicalistes et nous-mêmes, Lord Shaw présidait, ainsi que Sir W. Dickinson. C'était comique de voir l'horreur polie avec laquelle ils considérèrent notre groupe. Mais Hobson l'emporte, grâce en apparence universitaire, je crois. Lorsque Wells s'est vu battu, il a perdu cette bonhomie exubérante qui lui est coutumière, et s'est lancé à l'attaque aussi sauvagement que possible, a craché des sarcasmes à la figure de Williams et de Hobson, et, finalement, quitté la salle. Mais nous l'avons retrouvé qui complotait dans l'entrée avec Mcurdy et Spenders 15, et elle est en ce moment à Londres, à une réunion des dirigeants, où il apprendra ce qu'il en résulte. Lundi 24 juin, l'intrigue de la Ligue des Nations n'a pas consolidé notre avantage, en raison des divers subterfuges pratiqués par Sir Willoughby après Assemblée Générale. Mais je ne suis pas assez compétente pour les rapporter clairement. L'amusant pour moi est de voir Adrien transformé en orateur, en agitateur, en homme à conviction. Je ne puis prendre cela tout à fait au sérieux, autrement dit j'attribue en partie son attitude à un besoin de défendre sa propre position d'objecteur de conscience. Il est un peu timide, et pourtant débrouille des idées, fait circuler des lettres, encourage les convertis, organise des réunions de dévots au Club 17, où l'on prend les mesures les plus extrêmes. C'est étrange de constater comme les gens retombent toujours dans ces groupements séparés, sans pouvoir s'unir, chaque groupe étant sûr de tenir l'entière vérité. Mais toute cette semaine a été consacrée, sans le moindre amusement, au grand problème des domestiques. N'en ayant pas consigné les diverses étapes, je ne le ferai pas maintenant. Il s'agissait de savoir si Anne et elle iraient passer 3 mois chez Nessa. Elles ont d'abord accepté avec joie, puis ont hésité, puis nous ont demandé de leur promettre de les reprendre, ont formellement accepté, puis ont énergiquement refusé, puis Tracy est arrivée soudain en ambassade, a passé la nuit ici, a discuté, a gagné la partie, l'a reperdue. Pour finir, elle et moi avons trouvé à ça une veuve avec enfants, qui prennent la place, et maintenant tout est rentré dans l'ordre après plus d'entretien, d'émotions, de lettres, de télégrammes, de pourparlers, de compromis et de ruses diplomatiques. Il n'en aurait fallu pour mettre le Mrs. Elan Maria Swanwick, née Sicker, 1864-1939, sœur du peintre Walter Sicker, avait été à Girton College, Cambridge, en même temps que Margaret Leveland Davis et Jeannette Case. C'était une inlassable propagandiste de la Société des Nations et autres causes progressistes. Thomas Shaw, 1858-1937, juriste et homme politique, avait été membre du Parlement jusqu'à son élévation à la pairie à vie, en 1909, au titre de Lord of Appeal Sir Willoughby Dickinson, 1859-1937, membre du Parlement, libéral, et président de la London Liberal Federation, était aussi le président de la League of Nations Society. Charles Albert Mcurdy, 1870-1941, libéral, membre du Parlement, fut l'un des fondateurs de la League of Nations Union, voire note 15. John Alfred Spenders, 1852-1942, rédacteur en chef du quotidien libéral, la Westminster Gazette,
était le journaliste politique le plus écouté de son temps. Le complot en question fut peut-être un des premiers pas vers la création d'une société rivale pour la paix, la League of Free Nations Association, qui passe pour avoir vu le jour, soit en juillet, soit en septembre, mais qui devait fusionner en octobre avec la League of Nations Society, pour former la League of Nations Union. Il se peut que ce soit là une allusion à la préparation, qui fut décidée à peu près à ce moment-là, d'un rapport à présenter en septembre à la société, sous le nom de Sir Willoughby, proposant que la Ligue soit formée de ces nations dont les gouvernements sont disposés à coopérer les uns avec les autres, et cette formule aurait sans doute paru acceptable à ceux qui voulaient à tout prix inclure l'Allemagne 158 juin 1918 feu à l'Europe. Ce qui a souffert irrémédiablement, pour autant que je puisse le voir, c'est le caractère de Tracy à nos yeux. Le reste a pris un petit peu plus de valeur. Un jour, au milieu de ce supplice 7, Gertley est qu'ordinaire avec nous. Gertley est un jeune homme pile et rondouillard, attelable et très galamment pour la circonstance d'un vaste pantalon à carreaux. Il a un visage un peu tendu et pincé, mais visiblement le mot qu'il aimerait qu'on utilise en parlant de lui est puissant. Les Juifs ont tout quelque chose de concentré. Certes, son esprit possède une puissante élasticité. Il est aussi, visiblement, d'un immense égoïsme. Il a l'intention de maîtriser l'art par le simple pouvoir de la volonté. Mais abstraction faite de cette espèce d'agressivité, sa conversation est très digne d'intérêt. Elle a renarqué son étonnante rapidité d'esprit. Il nous aurait volontiers raconté sa vie. J'ai eu l'impression avec lui, comme avec certaines femmes, que des refoulements injustifiés le poussaient à des affirmations injustifiées. Il a passé en revue nos meubles et nos tableaux. Il a dit qu'il préférait les bibelots pimpants dégarnis. Il ne s'est jamais senti en affinité avec personne. Il se trouve plus intelligent que la plupart des peintres. Coe gardait un silence indulgent, ayant à peine l'air de voir ce qu'il avait devant les yeux. Ils ont tous deux décrit leur famille juive. J'ai l'impression que l'on doit soupçonner Gertley, comme Murray et Catherine, d'appartenir au bas-fond. On ne pourrait lui faire confiance. Par principe, je l'imagine bien, il est dénué de scrupules. Coe est différent plutôt dans le style mobilier solide de Garni, mais avec du romanesque aussi. Nous avons eu la visite de Margaret XVIII, qui a parlé boutique, ouvrant le feu avec une terrible bordée de lamentations, d'espoir, de prévisions trop optimistes au sujet de la guilde, le tout exagéré, à mon sens, par rapport à sa portée réelle. Le refus de voter pour la paix au Congrès lui semble d'une importance et d'une horreur inexprimables. Elle envisage encore de donner sa démission l'année prochaine, mais là nous avons été interrompus par elle, qui avait attrapé soudain quelque chose de bizarre dans l'œil. Il s'est précipité à la pharmacie, et, laissé seul avec Margaret, j'ai dit de pure polissonnerie. Elle s'est fait débarrasser par Ferguson 19 d'un moucheron qu'il avait dans l'œil, est rentrée, puis repartie, et Margaret est restée jusqu'au dernier train. C'est un bel échantillon de ces femmes qui participent à la vie publique, genre non moins accusé que celui des femmes de lettres, mais encore loin d'être aussi étudiées et cataloguées. Leurs excentricités m'amusent, alors même qu'à vrai dire j'ai cessé de m'intéresser à leurs complots et à leurs protestations. Elles ont l'habitude de considérer qu'elles se tuent à la tâche, qu'elles sont débordées de travail et n'ont pas la possibilité de se reposer, et jamais, depuis que je connais Margaret, je ne l'ai entendu parler de sa santé autrement que pour se dire fatiguée. Mais ces singularités ne sont que des sujets de plaisanterie pour moi, et la droiture et la superbe vigueur de son caractère me remplissent toujours d'admiration. Avec plus de pénétration et de subtilité, ou avec une certaine discipline, qu'elle n'a jamais eue, elle aurait pu 17. Les degrés de ce supplice sont plus longuement retracés dans les lettres de VW à Vanessa Bell d'avril à juillet, voire VW, de l'été, II, et VW y revient quelques pages plus loin, 27 juin 1918, Gertley et Coe vinrent dîner le 18 juin. Margaret Llewellyn Davis vint prendre le thé et dîner chez les Wolfe le 22 juin. Le congrès 1918 de la Women's Cooperative Guild, qui se tint à Bradford les 10 et 11 juin, avait repoussé par 399 voix contre 356 une motion intitulée Une paix du peuple, qui réclamait, entre autres choses, des négociations immédiates pour la paix, un désarmement général, la substitution d'une coopération universelle au capitalisme, et la création d'un gouvernement du peuple. Le docteur D.J. Ferguson, qui était le médecin des Wolfe à Richmond, accomplirent des merveilles.
Je la soupçonne parfois de trouver son travail moins bon qu'il n'aurait dû l'être. Ou peut-être n'est-ce que l'ombre terrifiante de la vieillesse, dans laquelle personne, pas plus Roger que Goldie, ni aucun des autres, ne pénètre sans un frisson. Mais ses remarques sur les fonctionnaires, on pourrait les répéter au sujet de K aussi. Elle a dîné avec nous hier soir, et elle est restée pour la nuit, partant ponctuellement à son bureau ce matin. Avec un effort, elle arrive à parler d'autre chose, mais elle a l'air courbée et accablée par un poids de responsabilité qui, je crois, concerne le bois d'œuvre, en ce moment. De plus, elle ressasse des idées noires à propos de la guerre. Je pense que son bonheur s'est complètement éteint à la mort de Rupert de Grey, et j'ai dans l'idée qu'elle se résigne à une vie infiniment plus pauvre et plus froide qu'elle ne l'avait imaginé. S'il en est ainsi, ses illusions quant à l'intérêt d'un poste dans la marine marchande, et son obsession d'être exploitée, surmenée, épuisée, sont providentielles. Elles nous ont paru un peu excessives. Cela tient surtout à l'atmosphère qui règne dans les bureaux, c'est l'attitude ordinaire. On lui a offert une salle à Newnham. Voilà donc que nous prenons tout rang parmi les gens d'âge rassis, les responsables, les porteurs de charges. Cela me rend un peu mélancolique. Au moins l'échec nous garderait jeunes. Avant de prendre le thé, cet après-midi, j'ai achevé de composer jusqu'au dernier mot les nouvelles de Catherine, 68 pages. Jeudi 27 juin, les échos de la grande affaire de Charleston se font encore entendre, surtout du côté de la cuisine. Mais l'occasion d'intervenir encore à leur sujet ne se renouvellera plus, je l'espère. J'ai gâché mon mardi après-midi à écrire une lettre, d'abord violente, puis pacifique, à Nessa, donnant ma version qui oppose notre vertu à la bassesse de Tracy 21. Pendant ce temps, elle tirait des épreuves. Nous avons peine à venir à bout de ce livre à cause, bien entendu, du congrès du Parti travailliste. Elle y a passé toute la journée d'hier et a pu jouir de la sensation causée par la visite surprise de Kerensky 23. Je n'arrive toujours pas à m'y retrouver dans la politique travailliste, ni dans les autres d'ailleurs, mais je pense qu'avec de l'entraînement cela ne serait pas plus difficile que de faire la critique d'un livre de M. Merrick. En ce moment la politique est en grande vogue parmi nos amis. Adrien et Karine se sont transformés en rebelles et en extrémistes et on les voit dans toutes les galeries et toutes les salles. Rupert Brooke, le poète qui mourut d'un empoisonnement du sang en service actif en mer Égée courant avril 1915, avait écrit à Cacox au chaos et accent circonflexe: il mourait, vous êtes à peu près ce que je puis avoir de mieux comme veuve. En avril, Vanessa avait confié à VW qu'elle était enceinte et aussi que Tracy Selwood, sa cuisinière, la quittait à l'été pour se marier. Elle n'avait pas de femme de chambre et s'inquiétait de la difficulté d'entretenir la vaste maisonnée de Charleston. Très préoccupée du bien-être et de l'état de sa sœur, VW, après s'être donné beaucoup de mal pour lui trouver mieux qu'une aide temporaire, lui proposa d'envoyer Nellie et Lottie à Charleston en juillet, pour 3 mois, et avec l'arrière-pensée inavouée qu'elle pourrait peut-être y rester. Le peu d'enthousiasme de LW pour ce projet, la méfiance et les suppositions des deux bonnes elles-mêmes et l'impatience croissante de Vanessa fut cause pour VW d'agitation et de perte de temps exaspérante. Pour finir, Nellie alla faire un bref séjour à Charleston et Vanessa trouva d'autres solutions, bien que sa situation au point de vue des domestiques dut encore rester longtemps précaire et peu satisfaisante. Ce livre était toujours prélude de Catherine Mansfield. Le congrès du Parti travailliste de 1918 se tint dans le Central Hall, Westminster, et LW assista les 26 et 27 juin. Alexandre Kerensky qui, de juillet à novembre 1917, fut Premier ministre du gouvernement provisoire de la Russie, prélude à la révolution bolchevique, y assista le 26 et fut accueilli par une ovation, voir LW, IEI. 214-160 juin 1918 de réunion. Après le dîner, elle a dû répéter par 2 fois toute l'histoire, d'abord pour Margaret, ensuite pour Bella. Bella est anti-bolcheviste, mais ce qui est significatif, c'est que chacun prend parti, dans un sens ou dans l'autre. Chacun se sent personnellement concerné par l'état du pays. Mrs. Wolfe et Herbert ont dîné avec nous mardi. Elle, à mon avis malgré 9 enfants et tous ses soucis, reste typiquement la femme qui n'a jamais mûri. Elle bavarde, elle s'amuse et fond en larmes quand elle sent qu'il lui faut fondre en larmes, mais elle raconte ses souvenirs avec entrain et, en un sens,
Elle prend la vie avec beaucoup d'ingénuité et de tranquillité, et un intérêt enfantin des plus vifs, auxquels se mêlent les conventions les plus absurdes. Elle a longuement parlé de son premier mariage, racontant qu'ils avaient voyagé en Autriche, et qu'elle avait eu une parure de zibeline, et qu'elle avait acheté son trousseau chez Swan et Edgar. Mais Rasla dit la vérité et une bien belle vérité, observa-t-elle. Le bonheur n'est jamais parfait. Je n'ai jamais connu le bonheur parfait, il manque toujours quelque chose. Virginia et la voilà qui emportait un bouquet de bleus et pour Bella parce que c'était l'anniversaire de la mort de Dick. Herbert, aimable, distant et détaché, comme d'habitude. Hier, au club, ramassant le Times, j'ai appris la mort, qui remontait à 2 jours, de tante Mina, à la N25. On l'y enterre aujourd'hui. Elle était dans sa 91e année. On ne peut imaginer vie plus calme et apparemment plus inutile que la sienne. Elle s'est contentée de vivre pendant tout ce temps, sans aventure, sans soucis, sans difficulté, doute ni action. Elle était toujours impassible. Je crois que le bon sens fut sa grande qualité. Elle ne se montrait jamais, en aucune façon, absurde ni ennuyeuse, et elle a dû être le genre de personne à qui l'on pouvait demander conseil, si besoin était. Je l'ai vue il y a quelques semaines, ne s'attendant apparemment pas à mourir, renouvelant le bail de sa maison pour 4 ans et parlant exactement des mêmes choses que d'habitude, de bons et de mauvais romans, de George et Margaret, de Dalingridge qui ne faisait pas très distinguer, mais il ne faut pas le dire, bien sûr 26. Elle avait auprès d'elle une femme d'un certain âge, obséquieuse, autrefois une grande beauté, encore agréable à regarder, d'ailleurs, et gentille, d'après tante Mina. Je crois que la pauvre vieille dame était plus stoïque qu'elle ne le montrait, il est certain qu'elle n'a jamais paru égoïste ni dure, elle avait ses propres petites affaires qui lui offraient bien assez d'intérêt, et elle était trop raisonnable et trop lucide pour affecter, ne fût-ce qu'une seconde, de ressentir plus d'émotion qu'elle n'en avait, ou pour s'attendre à des marques d'affection. Je pense que Gérald était son préféré, ses sautes d'humeur lui causaient toujours bien des soucis. Elle était très fière de George et de Margaret. Elle jugea nécessaire de me dire qu'à son âge elle ne pouvait monter à bicyclette. Je crois que sa grosse fortune reste là, Prince d'Abyssinie, roman didactique de Samuel Johnson, qui parut en 1759. Sarah Emily Duckworth, 1828, 1918, tante Mina, sœur très riche de Herbert Duckworth, premier mari de la mère de V.W., n'était pas à proprement parler la tante des enfants Stefan. Elle s'adonnait à l'aquarelle et s'occupait des affaires de la famille, vivant soit à Hyde Park Gate, soit dans ce qu'on appelait à loi un cottage, mais qui serait à présent considéré comme une demeure imposante Land, à Bank, dans le New Forest. George Duckworth avait épousé en 1904 l'Admire Margaret Eleonora Evelyn Herbert, 1870-1958, seconde fille du 4e comte de Carnarvon. Ils avaient hérité le jour maison de campagne, d'Alingridge Place, près de Sion qui l'avait conduite à une tentative de suicide. West Atliclan le Sussex, au Wolf pour 3 mois, en 1913, alors que V.W. se remettait de cette dépression juillet 1918 161 l'a tenue à l'écart de la vie plus qu'il n'était bon pour elle. C'était un des piliers de la famille Duckworth, et avec elle meurt le dernier de tout. Lundi 1er juillet je rentre à l'instant d'un thé au club, chargé de 2 étoffes que j'ai prises sous condition chez Souami et elle à la Ligue des Nations. Nous avons beaucoup parlé depuis la dernière fois que j'écrivais. D'abord il y a eu la soirée au club, vendredi. Je suis arrivé tard, et j'ai rencontré en premier lieu Liton, puis le petit Singer, son nom épinglé à la boutonnière. Toutes sortes de gens que l'on connaît plus ou moins par les journaux, des hommes aux cheveux hirsutes et aux énormes sourcils, des femmes squelettiques ou resplendissantes. MacDonald, Huisman, Mrs. Départ, Thomas, etc. Curieusement, je fus jeté dans les bras de la veuve Crecton, qui se souvenait de moi, me dit-elle. L'âge, sans doute, a tempéré son dogmatisme. Je l'ai trouvée d'un abord très facile. C'est une superbe vieille dame, dont le visage émerge d'une brume de chair, infiniment couturée et là, semblable à un soleil prodigieusement vieux, brillant à travers la brume. Elle me dit que l'on est plus heureux dans l'âge mûr que dans la jeunesse. Je fus projeté plus loin. Nous avons dîné chez Ike, à bon dîner au rez-de-chaussée, et puis nous nous sommes installés devant la fenêtre ouverte, qui donne sur la colline du Parlementat.
À 9 heures, nous sommes partis pour la soirée de Ray triste affaire, ni respectable ni bohème, submergé par une marée de Belges. J'ai pu m'entretenir avec Jacques, cependant très semblable à notre version de sa personne, énergique, sentencieux, très confiant et gentil. Je l'ai trouvé touchant aussi, tant de choses semblent avoir mal tourné pour lui. Samedi, je suis allé prendre le thé chez Jeannette mais j'ai la main si tremblante d'avoir porté des paquets que je ne puis écrire. Mardi 2 juillet ma main ne tremble plus, mais mon esprit vibre désagréablement, comme toujours après une incursion de visiteurs inattendus et légèrement antipathiques. J'ai dit des bêtises, j'en ai eu honte, eux n'étaient pas à l'aise, le contact ne s'établissait pas. Je lisais la vie de Macaulay en prenant le thé, elle ayant rendez-vous avec Snowden 4 à Londres, lorsqu'on annonça Mrs. Wolfe. Edgar et Sylvie, de passage à Richmond, nous faisaient une visite. Il est bien plus sympathique qu'elle, comme je crois l'avoir déjà noté dans ce cahier. Je trouve qu'elle représente presque à la perfection la personne type de son sexe, de sa classe et de sa génération, étant donné qu'elle est née à Putney, qu'elle appartient à la classe moyenne et qu'elle a des revenus très modestes. La grande machine fabrique des millions d'êtres comme elle. Joseph Souami, importateur de tapis et tissus d'Orient, avait son magasin dans Newman Street, qui fut transféré plus tard à Piccadilly, sans doute des délégués au congrès du Parti travailliste. James Ramsay MacDonald, 1866-1937, qui devint Premier ministre en 1924, était trésorier du Parti travailliste, et à ce moment-là membre du Parlement pour Leicester, siège qu'il devait perdre à la fin de l'année pour son attitude pacifiste impopulaire. Mrs. Charlotte Despard, 1844-1939, sœur aînée du maréchal vicomte French d'Ypres, fondatrice de la Ligue pour la liberté des 41 femmes, et, pendant la guerre, de la croisade des femmes pour la paix. J.H. Thomas, 1874-1949, cheminot, chef syndicaliste et homme politique, membre du Parlement pour Derby de 1910 à 1936. Adrien et Karine habitaient en Zarode, Hampstead. Philip Snowden, 1864-1937, fils d'un tisserand du Yorkshire, socialiste, pacifiste et défenseur des objecteurs de conscience, qui était alors membre du Parlement pour Blackburn et président national de l'Independent Labour Party, ILP, chaque année. Mais comme on leur fournit par-dessus le marché un bon nom BP, de phrases toutes faites, nous avons pu bavarder pendant 20 minutes et maintenant les voilà partis. Mais comment a-t-il pu l'épouser? Elle l'appelle mon Chel petit. J'ai commencé à plier la nouvelle de KM cet après-midi, et je suis allé chez l'imprimeur qui n'a qu'à moitié promis que sa presse serait libre demain. Tous les obstacles imaginables se mettent en travers de notre route, alors que nous faisons notre possible pour sortir le livre la semaine prochaine. La grippe, qui sévit partout, est arrivée chez nos voisins jeudi 4 juillet.